Salut tout le monde, c'est Sneakit. J'ai décidé de changer quelque peu le format de la vidéo achat manga. Parce que déjà, faire une seule vidéo en fin de mois, ça représente quand même pas mal de travail. Et surtout, ça fait des vidéos très longues. Et même s'il y en a qui apprécient, moi le premier, se manger des vidéos de plus d'une heure, c'est pas toujours facile et ça n'attire pas forcément toujours le chaland. D'autant plus que ce mois étant un mois plutôt chargé en termes de sorties et de nouveautés, je me suis dit que j'allais changer mon fusil d'épaule et proposer une étape intermédiaire, puisque là je tourne cette vidéo le 16, histoire de déjà traiter les nouveautés du début du mois, pour après faire une vidéo où je traiterai les nouveautés de la fin du mois, en me concentrant bien sûr sur ce que j'ai lu, et pas parce que si c'est pour vous parler de manga en disant voilà ça c'est une pile que j'ai pas lu, ça quand même, on va pas se le cacher, moins d'intérêt. Voilà. Je vous propose, malgré cette introduction déjà un peu longue, je vous propose de commencer comme d'habitude par de l'occasion. Et oui, parce que Sneakit il a fait ses devoirs. Si vous suivez un peu les chaînes manga classiques, ce brave Manga Badass a été plutôt efficace le mois dernier, déjà avec une vidéo rétrospective sur les mangas de sport. Alors le manga de sport, c'est quelque chose que j'apprécie quand même pas mal. D'ailleurs derrière moi, vous en avez quand même là, c'est quand même beaucoup de mangas de sport. Et donc forcément, j'ai craqué. Alors à mon grand regret, je n'ai pas trouvé celui sur l'aviron, qui n'est plus disponible chez Kurokawa, je n'ai pas trouvé d'intégrale. Dommage, parce que franchement, ça avait l'air atypique. Mais dans les petites séries arrêtées, j'ai quand même réussi à trouver, à pas cher évidemment, les Even 11, voilà, 5 volumes. Quand je dis que c'est plus édité, tu vois, c'est encore chez Young Taifu. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je fais confiance à Badass. A priori, c'est un manga de football, mais qui reprend l'idée, en tout cas c'est comme ça qu'il l'a vendu, de Shaolin Soccer. Alors si vous ne connaissez pas Shaolin Soccer, c'est un film complètement barré sur le thème du football, c'est à pleurer de rire, je vous le conseille. Et un autre manga de sport qu'il avait déjà conseillé aussi, c'est les Evil Heart en 6 tomes, donc ça c'est chez Big Cana. Ceux-là sont normalement toujours disponibles, il me semble. Mais j'ai 3 petits lots d'occasion à 25 €, on va pas se plaindre, parce que le Big Cana c'est déjà un peu plus cher. Et celui-ci nous parle d'aïkido. Mais, en tout cas, j'ai commencé la lecture, j'ai plus l'impression qu'on est sur un manga qui est plus axé psychologique, à mon sens, et que l'aïkido est en fait peut-être un petit peu plus au second plan. Attention, c'est quand même intéressant. Par exemple, dans le premier tome, on apprend qu'il n'y a pas de compétition d'aïkido puisque c'est voulu comme un sport d'autodéfense. Alors que pour moi qui ai lu Baki, le vieux maître qui pratique l'aïkido, lui, il botte des culs. Hein. Il n'est pas là pour enfiler des perles. Mais donc c'est pas mal, à voir ce que ça va donner. Ça avait l'air intéressant. Et puis encore une fois, c'est des petits mangas courts. Et puis, parce que Badass, on ne l'arrête pas, il avait aussi lancé un concept de live participatif où on pouvait s'incruster et parler de mangas qui sont sous-cotés, qui ne se vendent pas, dont on ne parle très peu. Je me suis dit, on va quand même aller y faire un petit tour, ça ne coûte rien. Mais j'ai aussi vu d'autres gens qui proposaient des œuvres, à ma foi, fort intéressantes. Hop, je les prends pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Comme ceci. Alors, il y en a un qui avait proposé Skywars chez Casterman, que j'ai donc trouvé parce qu'il était sympathique. Graphiquement, c'est très sympa. Alors, c'est des tomes Casterman qui sont très rigides, durs à ouvrir. Un peu, ça, c'est le défaut. On va dire que c'est pas excessivement agréable en main pendant la lecture, mais l'histoire est sympa. Pareil, je n'ai lu que le tome 1 pour le moment. Mais on est dans un monde un peu dystopique, avec des créatures volantes, en fait, ce qu'on appelle des Lindbergh.
Donc ça c'est un bébé, c'est un petit dragon, qui permettent aux gens de voler. Mais du même auteur, alors ça c'est celui que la personne avait proposé, mais du même auteur, il avait aussi parlé de Appare-Ranman, en 3 tomes, que je me suis aussi procuré, ça je l'ai dévoré. Pareil, bon client, ils avaient comparé ça un peu au Fou du volant, si vous avez la ref. Donc ça m'a tout de suite séduit l'idée. En plus, en 3 tomes, je me suis dit qu'on craignait pas grand-chose. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Là, j'ai tout lu. On dira 3 tomes, ça passe quand même plutôt bien. Et pareil, il y a aussi un petit côté western, puisqu'on est sur les années fin 1800, et que le but est de traverser les États-Unis. Donc ça m'a beaucoup plu. Honnêtement, je me suis dit, en 3 tomes, comment est-ce qu'on va réussir à finir l'histoire correctement? J'avais vraiment peur d'une fin un peu bâclée. Mais en fait, le 3e tome va amener un twist plutôt bien pensé, qui va changer les objectifs du manga, et amener une fin, ma foi, fort satisfaisante. Donc content d'avoir découvert cet auteur. Et alors, le dernier manga qui nous a été proposé, enfin, il y en avait sûrement d'autres, mais ça c'est vraiment ceux que j'avais retenus et qui m'avaient tapé dans l'œil, c'est, hop là, Une vie dans les marges. Hop là, 2 gros pavés. On a réussi à trouver ça à 30 € d'occasion, donc j'ai pas à me plaindre, même si, je l'aurais sûrement vu ici, petit défaut sur la couverture. Mais on est vraiment sur un très beau produit de chez Cornelius, avec une jaquette, mais une couverture en dur. Oula. Allez, reviens. Super. Hop. Voilà. Donc je disais une couverture en dur. Carrément 2 marque-pages. Très pratique, puisque j'en ai un qui me servait pour ma lecture et l'autre pour les notes en bas de page. Comme ça, quand vous avez besoin d'aller chercher les références, vous pouvez directement grâce à celui-là. Donc vraiment bien pensé. Alors de quoi est-ce que ça cause? C'est un Gekiga. Des Gekiga, je crois que c'est mon tout premier Gekiga a priori. Et c'est vraiment tout ce que j'aime en ce moment, puisque c'est aussi un manga autobiographique qui va raconter les histoires d'un mangaka qui va se lancer donc dans les années 60, donc vraiment l'après-guerre, avec le contexte, tout ça, qui va croiser ce brave Tezuka. D'ailleurs, on apprend que Tezuka, là-dedans, faisait des études de médecine. Moi, j'avoue que je n'avais pas cette information-là, c'est toujours bon à prendre. Pour l'instant, j'ai lu que le 1er volume, parce que pareil, ça prend aussi un peu de temps de lecture, mais j'ai vraiment bien apprécié. Il faut que je me trouve un petit moment tranquille et posé pour faire le 2e, parce que même si ça se lit plutôt bien, c'est quand même du pavé et ça prend du temps. Donc très sympa de cette belle découverte. Voilà, peu de chance à mon avis que tu vois cette vidéo, parce que je suis quand même beaucoup moins connu que Badass, mais si jamais tu passes par ici, en tout cas, un grand merci à toi pour cette belle découverte, ça m'a beaucoup plu. Il faudrait vraiment que j'enchaîne sur la vie de Mizuki, qui raconte aussi à peu près les mêmes histoires, pas que, puisque lui, il y a la guerre aussi. Donc pour les nouveautés, pour les occasions, c'est tout. C'est déjà pas mal. Moi qui pensais que j'allais avoir du mal à retrouver des séries intéressantes, ben voilà. Et l'avantage, c'est que là, la plupart de ces séries-là, alors en bien comme en mal, c'est des séries dont on ne parle pas, et dont tout le monde se fout. C'est-à-dire que même si on les trouve, parce que toute cette série-là se trouve assez facilement, c'est pas des séries qui vont coter. Donc, vous pouvez vous les procurer pour pas trop cher, et ça c'est bien, parce que quand c'est des arrêts de commercialisation, bien sûr les séries vont exploser en coût, et c'est plutôt pénible. On va enchaîner sur les mises à jour, et la première que j'ai pris, c'est Rose Bertin, la couturière fatale. On est sur du manga historique. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis. C'est chez Michel Lafon, donc petit éditeur. J'avoue que pendant un moment, je me suis dit, je sais pas où ça va aller, encore commencer une nouvelle série, on va attendre, peut-être les trouver d'occasion. Puis je me suis fait la réflexion, ouais, mais c'est quand même un petit éditeur,
et ça vaut quand même la peine de soutenir le travail, parce que si on veut comme qu'une série perdure et sorte de manière correcte et régulière, il faut quand même faire bouffer l'éditeur. Si on attendait tous que la série arrive en occasion ou soit soldée, ça va être compliqué. Donc j'ai franchi le pas, je les ai achetés, j'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc on est sur de l'historique, donc l'histoire commence en 1766, donc un peu avant la Révolution française. D'ailleurs les premières pages nous twistent la Révolution française et l'exécution de Marie-Antoinette. Et donc c'est l'histoire d'une des premières femmes entrepreneuses, puisqu'on va suivre, je ne sais plus, elle s'appelle pas Rose Bertin, Elisabeth peut-être, je ne sais plus. C'est son pseudo Rose, mais qui va rejoindre la capitale et essayer de devenir la meilleure couturière du monde. Je trouve le dessin très beau, le côté historique est bien rendu, on a des petites anecdotes, on a des encadrés qui vont nous expliquer certains personnages, puisqu'on croise le vicomte du Barry, par exemple, pour le moment, dans les premiers tomes, dans ceux que je connais. A priori, il y a un coiffeur très célèbre aussi, mais ça, j'avoue que je ne le connaissais pas. Donc, très sympa, belle découverte. Si vous aimez un peu le côté Révolution française, toute cette période-là, ça pourrait vous plaire. Mais je conçois que, de par son côté historique et très de niche, ça ne plaise pas, évidemment, à tout le monde. Et puis, on va complètement passer du coq à l'âne, puisque j'ai aussi complété les Failure Frame. Donc, ici, il y avait les tomes 7 à 9, non 6 à 9, pardon. Voilà, j'avais trouvé les 5 premiers en occasion, que j'ai lu le mois dernier. J'ai complété ici, puisque vous le verrez un peu plus tard, mais le tome 10 est sorti ce mois-ci. Voilà, bon, on en a fini avec tout ce qui est occasion et mise à jour. Je vous propose, comme d'habitude, d'enchaîner sur les nouveautés du mois. Juste histoire de vous faire une petite idée, donc ça c'est la pile de ce que j'ai lu pour le moment, donc en 15 jours, c'est plutôt pas mal, sachant qu'évidemment j'ai lu des occasions et les nouveautés du mois dernier qu'il fallait bien terminer aussi. Comme quoi on a plutôt bien bossé, et dans le doute, là juste à côté, c'est les nouveautés du mois que je ne peux pas lire actuellement parce que je suis beaucoup trop en retard, donc je vais vous en parler aussi. Comme ça c'est fait. On va commencer chez Nobinobi avec le tome 28 de Iruma à l'école des démons. On est toujours dans l'examen d'entrée des nouveaux premières, donc un tome très axé sur la baston, très sympathique. L'auteur trouve encore, après 28 volumes, pour faire du background sur les personnages de la classe des anormaux. Donc c'est vraiment très chouette, un très très bon manga que je vous recommande si vous aimez bien les shonen, et pour un jeune public, celui-ci sera vraiment très sympa à découvrir. Dans un registre totalement différent, chez Akata, le tome 2 de Le Bourge et la Cagole, donc toujours cette romance entre un fils de bonne famille et une fille issue du petit peuple qui s'aiment, qui font tout pour être ensemble, mais la belle maman a décidé le contraire. C'est très drôle, il y a quand même du touchant aussi, le dessin est pas mal du tout. J'aime beaucoup cette petite histoire, je suis content d'y avoir été finalement, surtout que ce sera fini en 7 tomes. Ensuite, chez Crunchyroll, le tome 34 de Twin Star Exorcist. Ça doit être l'avant-dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le mode baston général, c'est terminé. Et on a un petit twist et une petite ellipse avant le combat final. C'est un manga d'exorcisme qui n'est pas super connu, peu de gens en parlent. C'est vrai que c'est quand même assez long, puisqu'on sera sur 35 voire 36 volumes. Mais ça vaudrait quand même la peine, si vous aimez bien ce genre-là, de vous y intéresser, parce que c'est quand même sous-coté à mon goût. Ensuite,
chez Soleil Manga, le tome 11 de Witch Watch. Alors j'ai beaucoup aimé ce volume-ci, parce que l'auteur s'amuse, peut-être pour fêter les 2 ans de la série, à faire un crossover avec son ancienne série, Skate Dance, le club des anges gardiens. D'ailleurs on voit, ça c'est un personnage de Skate Dance. Alors j'ai juste lu le début de Skate Dance, donc évidemment j'ai pas toutes les références, mais suffisamment quand même pour avoir l'information. Le côté moins cool par contre du récit, il faut quand même le souligner à mon sens, c'est que la trame principale, le fil rouge, n'avance pas. C'est-à-dire que sur un volume de cette épaisseur-là, vous avez un chapitre, tout au début, d'entraînement, voilà, avec ces personnages-là, pour affronter le méchant. Et puis tous les autres chapitres, c'est des spin-offs et des fillers. Voilà. Ok, pourquoi pas. C'est un peu spécial quand même comme choix. J'aimerais bien que l'histoire avance un peu plus. Peut-être, donc maintenant on passe chez Vega, avec la nouveauté que j'attendais le plus du mois. Young Ladies Don't Play Fighting Games. Si vous aimez bien le côté jeu de combat, c'est un manga qui a de fortes chances de vous plaire. Maintenant, ici on a choisi évidemment des personnages féminins, et justement dans une école pour filles bien sous tout rapport, où le jeu de combat c'est prohibé. Mais on est complètement là-dedans, avec du jeu de baston de haut niveau, des termes liés au jeu de combat. Alors là, en général, moi je les connais, donc ça va. Donc toute l'ambiance qu'on peut retrouver dans les tournois, les hardcore gamers, tout ça, avec un dessin, ma foi, sympathique, même s'il casse pas 3 pattes à un canard. Mon seul regret, honnêtement, c'est que ce n'est pas assumé de parler de vrais jeux de combat, comme dans un High Score Girl, où là, les personnages ne se cachent même pas, ils jouent avec Zangief et, comment c'était l'autre, et Guile. Ici, clairement, on a toutes des références à Street Fighter, avec le Hadoken, le Shoryuken, mais à chaque fois suffisamment modifié pour qu'on comprenne sans payer les droits d'auteur. L'auteur ne le cache même pas. Dans une note en bas de page, il fait voilà, c'est une référence à un jeu bien connu, mais voilà, on n'a pas payé la licence pour pouvoir en parler. C'est peut-être dommage. J'aurais adoré qu'ils filent un peu de pognon à Capcom pour pouvoir, ou à SNK, pour pouvoir utiliser vraiment des personnages et des licences connues. Ça aurait été encore un plus savoureux, mais c'est vraiment un très chouette manga. Et si vous aimez bien le côté en général jeu vidéo, et surtout le jeu de baston compétitif, il y a des fortes chances que ça vous plaise. J'ai hâte de voir en tout cas comment ça va évoluer. Chez Doki Doki, le tome 26, The Rising of the Shield Heroes. Bon, on va pas se le cacher, l'histoire a quand même perdu une grosse partie de sa saveur à partir du moment où le côté Isekai Vengeance s'arrête. Et ça commence à traîner un petit peu long. Maintenant, ça se lit, c'est sympathique, mais vous me direz évidemment, c'est un Isekai. On peut pas non plus s'attendre à avoir la nouvelle merveille du monde. Toujours chez Doki Doki, donc le tome 12 de Why Nobody Remember My World. Celui-là est quand même plutôt intéressant, parce que l'univers ici a été très bien travaillé. Alors c'est pas strictement un isekai, puisque si vous ne connaissez pas, le héros est transporté dans son monde, mais un monde où les humains ne seraient pas la race dominante, mais où il y a 4 autres peuples qui leur veulent du mal. Et ici, on approche quand même un peu de la fin, puisqu'on va affronter le 4e des peuples restants, c'est-à-dire celui des bêtes mythiques. Hop là. Ensuite, chez Manabooks, le tome 2 de Hope You're Happy Lemon. Donc, petite comédie romantique, ma foi satisfaisante, sympathique, avec toute l'histoire du changement de corps, puisque le personnage masculin principal échange de corps avec son ex, qui s'appelle Lemon, mais qui est toujours secrètement amoureuse de lui, évidemment, et qui habite avec la fille dont lui est amoureux, c'est-à-dire ce personnage-là. Des petites révélations sympathiques dans ce volume-là. Si vous aimez bien les comédies romantiques avec de l'humour, ça passe bien.
Et précision importante quand même, malgré le côté échange de corps, à aucun moment on ne va dans le ecchi ou dans le graveleux. Il y en a que ça peut déranger. Pas moi, j'aime le ecchi. Et toujours chez Manabooks, le tome 11 des carnets de l'apothicaire. On a presque rattrapé l'édition Kiyun maintenant. Puisqu'ici on est sur le passage, pour ceux qui sont à jour, où l'empereur doit traverser un pavillon spécial pour prouver qu'il est bien le digne descendant de la première impératrice. C'est toujours sympathique à lire. Moi j'aime bien le fait d'avoir les deux versions différentes, surtout que celle-là, ce sera la plus intéressante si vous êtes pressé, parce qu'elle est beaucoup plus en avance au Japon. Même si j'avoue que graphiquement, j'ai une préférence pour l'édition de Kiyun. Ensuite, chez le Lézard Noir, nous avons le tome 4 du Cri du Kojima. Donc toujours de la tranche de vie avec ce personnage mi-phoque, mi-oiseau qui vit dans une famille avec toujours les petits classiques du Japon. C'est frais, ça se lit bien, c'est sympathique. Après, il faut aimer aussi le tranche de vie un peu absurde. Et la série est presque terminée. Pareil pour celle-ci, toujours sur le Lézard Noir, Tokyo Tarareba Girls, saison 2. Hop là. Donc là, on est sur la suite de Tokyo Tarareba Girls, qui sera terminée cette fois-ci en 6 volumes, donc on est sur l'avant-dernier. Et là, l'héroïne décide enfin de tenter le coup, de se mettre en couple. Mais pour ça, elle fait des choix et elle décide de changer pour plaire à son galant. Est-ce que c'est le bon choix? Je suppose qu'on va nous amener ça dans le dernier volume. Mais voilà, autant la première série m'avait bien plu, autant celle-là, je dois reconnaître qu'elle est quand même un peu en dessous. J'aurais préféré retrouver les personnages du premier et pas forcément une nouvelle venue. Chez Delcourt Tonkam, non, pourquoi pas, après tout, il n'y a pas d'ordre. Mais ils ont été très efficaces ce mois-ci, Delcourt Tonkam, ils en avaient gardé sous le pied pendant un moment. Alors ici, on a le tome de Super HX Heroes, enfin le tome 12, ça a mis des plombes à arriver. C'est le dernier volume de cette série-là. Voilà, j'ouvre une page au hasard et je ne peux pas vous la montrer parce que ça, c'est vraiment bourré de ecchi. Je l'ai déjà dit, mais on va le redire pour être sûr. C'est l'école du Super Sentai, donc les Power Rangers, ça, bête et méchant, mais avec du cul et du ecchi, une page sur deux. C'est rigolo. Honnêtement, d'avoir l'idée d'avoir comboté les deux, c'était quand même pas con. Ça me fait rire. Maintenant, la série est terminée, donc si ça vous intéresse, pourquoi ne pas y aller? Parce que, honnêtement, ça n'a pas dû beaucoup se vendre. Ça, c'est pour ça aussi que le rythme de publication est dégueulasse. Et évidemment, faites-vous poser la question, je ne l'ai pas encore lu, parce que j'avais fini par décrocher à cause du rythme de parution. Puisqu'on parle de rythme de parution, eh bien nous avons le tome 13 de Beck de la Perfect Edition, qui est en fait des volumes de on va pas se le cacher. Alors ici il est déballé, mais si vous êtes au taquet, il vient avec un petit médiator. Alors honnêtement, je préférerais avoir un tome tous les 3 mois qu'attendre 8 mois pour un tome, mais avoir un médiator que je n'utiliserai de toute façon jamais. Beck, c'est un manga sur la musique. J'aurais bien dit que c'était le meilleur de son genre, mais pas de chance. Maintenant, on a Blue Giant qui est vraiment beaucoup mieux. Mais ça reste très sympa, Beck. Mais pareil, j'ai mis ma lecture en pause puisque le rythme est immonde. J'attendrai d'avoir ça devrait être en 16 ou 17 tomes pour pouvoir terminer ma lecture. Parce que, bon, c'est déjà compliqué de reprendre sa lecture après 6 mois. Donc on refera tout d'un coup. Pareil, le tome 5 de Jojo Land, pas lu puisqu'on est très en retard dans Jojo, je n'ai même pas commencé Jojo Land, mais je vais refaire les Jojo depuis le début. Le fait que je n'aie pas la saison 4 n'aide pas non plus. Je n'arrive pas à trouver d'occasion, un petit lot sympathique sur celle-là. On va garder le meilleur pour la fin. Hop, le 8e fils, tome 13, petit isekai, on va encore dans le côté harem, puisqu'on va rajouter encore une fille qui va sûrement finir par rejoindre la bande aussi. Voilà, ce de l'isekai, c'est sympathique.
Après une dure journée de boulot, pour se détendre, il n'y a pas mieux. Sur le même principe, le tome 10 de Otome Games, toujours un isekai. Ici, on est dans la saison 2, on va dire, puisque le plot twist s'est terminé il y a 2 volumes et on est reparti. Donc c'est du jeu vidéo, mais là, en fait, elle a fini le premier jeu vidéo et là, elle enchaîne sur le 2e jeu vidéo, qui est la suite du premier. Pareil, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une suite? Maintenant, c'est rigolo, le personnage qui pense que tout le monde lui en veut à mort, alors que non, comme elle est vraiment sympathique, bah, tout le monde l'aime beaucoup. Allez, vous reprendrez bien un peu d'isekai. L'extraordinaire apothicaire, tome 9. Voilà. Bah oui, ça ne raconte pas encore grand-chose non plus. Et c'est quand même encore un manga d'apothicaire où je pense qu'on ne la voit pas faire une seule potion de tout le volume. Voilà. Alors c'est classé seinen, maintenant c'est plutôt axé... voilà, c'est de la romance, hein, romance politique, elle va au bal, elle sort avec des gens, elle fait des trucs. Mais ça n'a rien à voir avec les apothicaires, c'est génial. Hop là. Et maintenant, le gros morceau de la vidéo, c'est-à-dire... Donc, pareil, si vous avez suivi un peu les nouveautés du moment, nous avons la version collector, voilà, la version deluxe, la réédition de Hellsing. Alors, on va tout de suite être honnête avec vous, c'est du Delcourt Tonkam, je m'attendais à rien. D'autant que ce volume a été reporté pendant plus d'1 an, donc je m'attendais vraiment à pas grand-chose, et je suis agréablement surpris. On va commencer par tous les points positifs, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Donc ce manga, ici, ce gros pavé, comparaison, coûte 16 €. Dans le même mois est sorti chez Mangetsu le tout dernier Junji Ito, qui est à peu de choses près de la même épaisseur et qui lui coûte 25 €. Autant dire que pour le prix, alors certes, 16 € c'est une somme, je rappelle que c'est un volume double, hein, on n'est clairement pas volé. Pas de jaquette, mais une couverture en dur qui fait plaisir, avec franchement un très bel effet, le rouge métallisé sur le noir, ça donne super bien. On a, moi c'est un truc que j'accorde une importance quand même, le petit signet qui va bien. Allez, je rappelle que dans les Gundam Origin à 20 balles, on n'a même pas droit au petit signet. Alors ici, a priori, ce serait une reliure en tissu, donc la meilleure qualité possible. Est-ce que c'est fait juste pour faire le flanc? Est-ce que c'est vrai? J'avoue que là, moi, j'en sais rien, j'ai pas ce niveau-là. Le papier est franchement de très bonne qualité. En tout cas, encore une fois, à mes yeux, hein, aucune transparence, aucun problème. C'est vraiment très goûtu. Évidemment, on est sur du grand format, ça passe très bien, c'est super agréable à lire. Moi, je découvre Hellsing, que je n'avais jamais lu. Évidemment, ça fait référence à Van Helsing, donc le chasseur de vampires, il y a Lucar, tout ça. Et le souci du détail ultime, la cerise sur le gâteau du collectionneur maniaque et perfectionniste. Si on regarde ici, vous verrez que le code barre a disparu. Parce qu'ici, vous avez normalement le vieux code barre Crappy, mais comme les belles éditions, et je pense qu'il n'y a, à ma connaissance, que Karakuri Circus et les chefs-d'œuvre de Lovecraft qui font ça, le soin du détail, le code barre s'enlève, et au final, il ne reste plus que des petits numéros ici de référence. Mais pareil, c'est fait aussi dans un rouge métallisé, donc j'ai envie de dire, c'est quand même fort joli. Maintenant, si on doit faire un point négatif, mais là c'est vraiment pour chipoter, vous l'aurez peut-être compris, mais il n'y a pas de page couleur. Bon, pourquoi pas. Il y a bien des tout petits bonus à la fin avec des petites histoires d'interview du mangaka. Alors, je ne sais pas si c'était présent. A priori, vu qu'ils mettent supplément Perfect Edition, je suppose que c'est un petit bonus. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ça fait toujours plaisir. Et alors, encore une fois, pour chipoter, on a une sabreuse qui fait des attaques, qui sont évidemment écrites en japonais,
Et je ne sais pas si c'est dans l'œuvre originale, mais l'auteur se sent obligé de mettre une petite astérix, et plutôt que d'essayer de traduire le nom de l'attaque, il est marqué, c'est le nom de l'attaque. Oui, merci, ne me prends pas pour un con, j'ai déjà lu des mangas. Si jamais ça vous intéresse, de quoi est-ce que ça cause? Donc on est dans une... Ça se passe en Angleterre, hein, on est dans un truc début du XXe siècle, et il y a des monstres, et particulièrement des vampires, et donc la société secrète Helsing a pour but, au nom de la Sainte Église protestante, de défoncer joyeusement les monstres, et pour ça, leur carte maîtresse n'est rien de moins qu'un vampire du nom de Alucard, qui est immortel, extrêmement puissant, et cool et badass, parce qu'il a 2 flingues, et ça c'est bien. Donc voilà, c'est de la dark fantasy, hein, enfin, ce que c'est fantasy, non, c'est dark en tout cas. Donc il y a du sang, il y a des monstres, il y a des morts, c'est pour public averti, c'est marqué là. Mais si vous connaissez pas Helsing, ma foi, c'est vachement cool. C'est rigolo parce qu'il cite même le film Van Helsing avec Hugh Jackman. C'était un peu un nanar, mais c'est sympathique si vous aimez bien l'action. Ça vous donnera peut-être une idée de ce que va proposer le manga. Mais franchement, voilà, très beau. Et ce sera fini en 5 volumes, il me semble. 6 dans le pire des cas. Donc, ça vaut la peine d'être dans une bonne mangathèque. On va enchaîner chez Glénat avec le tome 109 de One Piece. Bon, c'est difficile, il y a tellement de choses qui se passent dans ce tome-là. Donc je vais pas vous en parler parce que tout ce qu'on raconte, ça pourrait être c'est vraiment du spoil. Même si je sais que les fans hardcore lisent en ligne, évidemment. Donc c'est eux qui peuvent me spoiler, pas l'inverse. Mais je me suis régalé avec ce tome. Beaucoup de révélations, encore une fois, de secrets, d'histoires, des petits combats sympathiques, ça passe vraiment bien. Le tome 17 de Sakamoto Days. Donc, encore une fois, tome sympathique, on est toujours avec l'arc du musée des assassins. On nous présente un directeur de la FJA qui est absolument insupportable, juste envie, j'espère qu'il va se faire déglinguer, même si c'est censé être dans le corps des gentils. Donc très très cool. Après, y a quand même un truc qui commence à me faire fort chier dans les mangas. Bon, ça n'a un peu rien à faire ici, mais pareil. Donc c'est un détail. Si vous regardez là, voilà, hop, focus. Donc on vous fait, voilà, 7520 yens, s'il vous plaît. Puis en petite note en bas de page, donc juste ici, on vous dit, voilà, ah ben c'est environ 50 €. Ben non, non, je suis désolé, ça marche pas comme ça le monde. C'est prendre des gens pour des cons. Donc, ici, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça ne va pas vous déranger outre mesure, mais je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse. Donc, imaginons que vous êtes fan de Lego et vous avez très très envie d'acheter le magnifique château du Lion qui est ici à, on va arrondir, 400 €. Et puis vous vous dites, tiens, mais c'est vrai, moi j'ai réservé des vacances au Japon pour cet été, donc je vais attendre pour voir si je peux pas le trouver là-bas moins cher. Une fois sur place, vous vous rendez à Odaiba, au Lego Store, et miracle, vous avez le château qui est disponible à 55 980 yens. On fait donc la conversion de touristes qui se respectent. Donc 55 980 divisé par 160 qui est en moyenne le cours du yen actuellement, ce qui nous donne 349,87 €, on va dire 350 €. Ben là, vous êtes content, vous avez fait 50 € d'économie. Bon, soit dit en passant, pour ramener ça dans vos bagages, je vous souhaite bonne chance. Voilà, ça c'est dit. Sauf que, évidemment, si on utilise un tout petit peu son cerveau, là on est en train de dire qu'un Lego au Japon, à l'autre bout du monde, sachant que Lego c'est au Danemark, c'est à Billund, coûterait moins cher. On est bien d'accord que ce n'est physiquement pas possible.
En gros, ce qu'il faut faire quand on fait ce genre de calcul, c'est prendre en compte le coût de la vie. Et le coût de la vie, c'est globalement 100 yens, 1 euro. C'est-à-dire que si vous gagnez 10 euros de l'heure, un japonais va gagner 1000 yens. D'accord? Donc, même si vos 10 euros une fois au Japon en valent 16, ce qui est quand même vachement plus cool, pour un japonais, ça ne change rien. Et donc, un château comme ça, au Japon, coûtera 560 euros. Donc, 160 euros de plus que chez nous, ce qui est assez énorme, mais qui se justifie, et là c'est beaucoup plus logique, vu que le Lego produit en Europe doit traverser une moitié du monde pour arriver au Japon, ce qui va influencer les prix. Donc évidemment, ça me fait doucement rigoler quand on nous sort que, encore maintenant dans un manga, vous avez une somme de 7000 yens et qu'on vous dit que c'est un peu moins de 50 euros. C'est totalement faux. Et honnêtement, je ne comprends pas. Alors je ne sais pas si c'est le boulot du traducteur de faire ça, s'il y a quelqu'un qui est responsable de mettre les notes en bas de page, mais il faut être logique. Pour moi, ça c'est une erreur de traduction, une erreur d'interprétation. Des fois, vous avez ça, si vous êtes très calé dans des domaines comme la culture geek ou le jeu vidéo, on sent dans des mangas que le personnage fait une référence à quelque chose, et là le traducteur l'a pas. Donc le traducteur il traduit littéralement et on passe à côté. C'est pas grave. Personne ne connaît tout à 100%. Mais ça c'est une base. Si on prend un contre-exemple à l'époque d'un GTO, là on avait un vrai taux de change de 100 yens, 1 euro. Je me rappelle d'un passage, je vais voir la salle d'arcade, bah oui, il paye 100 yens la partie, donc là le traducteur met 100 yens, c'est 1 euro. C'est déjà un peu plus logique. À la rigueur, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment... Alors, pour moi, c'est pas traduire, tu dis voilà, c'est 7500 yens, point, tu laisses ça comme ça, et puis c'est tout. Mais si tu veux, alors faut donner une variable. Dans les mangas plutôt historiques, donc là, je vous ai parlé tantôt d'une vie dans les marges, ça marche aussi avec Loser, donc c'est des mangas qui parlent du métier de mangaka dans les années 60, ben là quand un mangaka vend ses planches pour 5000 yens, on ne sait pas ce que c'est 5000 yens d'époque, parce qu'on n'est plus dans la même année. Et donc là c'est très bien fait, surtout pour ces deux mangas, puisque là on va vous dire, ben voilà, on vous donne des exemples, à l'époque, une bouteille de yens, une bouteille de lait, c'était 20 yens. Ok, là je fais le calcul, je vois, ah oui donc je peux m'acheter autant, ok, donc 5000 yens, c'était pas rien. Donc ça, c'est à prendre en compte. Personne n'irait s'imaginer, voilà, je vous fais un manga maintenant, je vous fais, voilà, une bouteille de lait à 20 centimes. Ben non, ça coûte plus 20 centimes une bouteille de lait, jamais, nulle part. Ou alors faut se méfier du lait. Donc, tout ça, tout mon petit coup de gueule joyeux, pour vous dire que même si vous lisez du shonen, il faut toujours utiliser votre esprit critique. Il ne faut jamais vous arrêter à ce que vous lisez, et il faut aller plus loin que bêtement ce que on va vous balancer. Et pour moi, c'est d'autant plus grave parce que Glénat, c'est un acteur important, historique du manga. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Pour moi, c'est un travail d'amateur. Et on peut aller plus loin, parce que si je continue à taper sur Sakamoto, en orthographe, je suis pas bon. Donc il y a peut-être des fautes qui passent, ça je ne le vois pas. Mais quand on me met des lettres qui sont perdues au milieu du truc dans une bulle, qui ne veulent rien dire, bah je comprends. Bah, c'est clairement une erreur. Plus loin dans le même manga, vous avez un E dans le qui est répété 2 fois. Tu vois, donc machin, je sais plus quoi. Ça m'a choqué aussi. Vous n'allez pas me dire qu'une boîte de ce niveau-là n'a pas un relecteur qui pourrait faire ah bah là il y a une erreur, là il y a une erreur, là il y a une erreur. Faut pas déconner. Même un noob comme moi arrive à le voir en une lecture. Donc, voilà. C'était le coup de gueule de Sneak It. Je vous encourage à ne pas croire tout ce qu'on a écrit
et à faire vous-même les calculs dans votre tête, et je vous laisse reprendre la vidéo. Bonne continuation. Voilà, fin de la parenthèse et du coup de gueule, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Ça fait quand même aussi partie de l'amour du manga, donc au moins comme ça c'est fait. Et alors, petit truc amusant, nous avons la fin de Boichi, la fin de Dr. Stone avec le volume 27. Alors pour rappel, Dr. Stone est une série qui s'est terminée il y a quand même au moins une bonne année avec 26 volumes. Sauf que les auteurs étaient coquinous, ils avaient sous-entendu, ils avaient mis genre fin, point d'interrogation à la fin. Et donc finalement, ils ont remis le couvert pour nous sortir un volume supplémentaire qui, cette fois-ci, normalement, clôt définitivement la série. Donc, si vous aimez bien Dr. Stone, au sens strict, votre série est finie, mais vous pouvez toujours reprendre le couvert avec un volume supplémentaire pour vous régaler avec du Boichi, parce que Boichi, on l'aime et on l'adore. Donc vraiment très chouette ce petit volume, ça amène quelque chose quand même, je ne regrette pas mon achat et ma lecture. Alors chez Kana, on a le tome 12 de Blue Wolf, qu'on n'a pas encore lu, parce que voilà, pour l'instant Blue Wolf, je suis au tome 4, donc ça on va le mettre de côté, c'est pas ma préoccupation principale. Ensuite, le tome 2 de Kagurabashi. Hop là, donc du Darkana, on comprend pourquoi, ça tranche et ça découpe à tout va. Je suis toujours pas 100% convaincu, parce qu'on le vend comme le nouveau manga du siècle, le nouveau Demon Slayer. Faut pas exagérer, mais c'est sympathique, ça se laisse plutôt bien lire. Et j'avoue que donc on est toujours sur le principe de combat au sabre, avec des sabres qui ont des pouvoirs magiques. Mais là, l'auteur est un peu plus à fond dans l'idée, puisque chaque katana a, en tout cas pour le moment, 3 pouvoirs qui sont différents. Par exemple, celui du méchant, il maîtrise l'eau, le gel et la foudre. Et l'avantage aussi très sympathique, c'est qu'on peut combiner ces techniques entre elles pour faire des effets. Donc ça ouvre quand même une possibilité très sympathique. Je commence peut-être à entrevoir pourquoi ça plaît beaucoup au Japon, parce que c'est un manga du Jump qui fait plutôt parler de lui. Donc je vais continuer à suivre ça avec intérêt. Ensuite, le tome 21 de Undead Unluck. Comme la couverture le laisse présager, enfin Andy réapparaît. Et donc ça fait plaisir de retrouver enfin ce brave Undead. Donc le manga évidemment est fini au Japon, donc en 30 volumes. Chez nous on approche, mais c'est un des mangas qui m'a le plus impressionné. Parce que c'est sûr que les premiers tomes laissaient complètement à désirer. Mais au final, quand on laisse le temps à l'auteur de faire ce qu'il aime et de construire son univers, c'est très sympa. Encore une fois, la grosse force d'Undead Unluck, c'est vraiment cette notion de pouvoir avec des gens qui ont la possibilité d'annuler des règles du monde, tout simplement. Avec donc Andy, qui est un immortel puisqu'il annule la mort, et Foucault, son associé, qui elle annule la chance, est une porte-poisse. Et le fait de comment utiliser ces pouvoirs-là, comment les exploiter en combat et tout ça, c'est vraiment très chouette en fait. Et là, le petit plot twist qui a permis de relancer l'histoire a pour moi bien marché. Donc c'est un manga qui mérite vraiment votre attention. On va passer chez Pika avec le tome 49 et l'avant-dernier de Shiaya Furu. Donc manga sur le Karuta, c'est complètement un shoujo. C'est bientôt terminé. Oui, c'est l'avant-dernier en même temps, je viens de le dire. Voilà, ça pareil, je suis extrêmement en retard, mais pourquoi m'emmerder à lire ça maintenant? Autant lire quand ce sera fini. Le tome 15 de Windbreaker, donc manga de Furio, donc on est dans le mode grosse baston. Les gentils commencent à être sous eau, et hop, la cavalerie arrive en renfort avec plus de gens, plus de bastons et plus de combats épiques. D'ailleurs, le tome ici, c'est que les gens de la cavalerie qui viennent aider. Donc vous savez à peu près à quoi vous attendre. C'est sympathique comme petit Furio. Moi j'aime toujours bien les Windbreakers.
Ensuite, on va enchaîner sur Thunder 3 de pas Hiroya Oku, mais avec le bon goût d'Hiroya Oku. Voilà, je pense toujours que c'est lui. Donc ce manga qui va mélanger personnages en SD et dessins de malade en Full HD. Montre-moi des beaux dessins. Voilà. C'est vraiment très très chouette à lire. Oui, après des grosses planches comme ça, c'est cool. Par contre, vous l'aurez compris, bah, ça se lit en 10 minutes parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. C'est des bons exemples. Mais parfois, on n'a pas forcément non plus toujours 2 heures à mettre pour lire un manga. Donc c'est cool aussi d'avoir des mangas qui se lisent bien, qui se lisent vite. Hop là. On va passer chez Kurokawa avec le tome 31 de One Punch Man avec cette couverture de malade. J'adore cette cover. Alors ils ont fait une version collector qui a heureusement la couverture réversible parce que honnêtement la couverture du collector c'est 0 par rapport à ça. Bon, un tome très sympa, encore pareil, l'humour qui marche bien, où bah, comme la couverture le montre, King est mis en valeur, elle tourne pas mal autour de King. Le combat de Garo qui arrive à son terme. Alors le reproche, je vais toujours faire la même chose. L'histoire pourra avancer plus vite. Moi je suis persuadé que le manga va s'arrêter après ça. En fait, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils font durer la sauce. Parce on est quand même sur une sorte de paroxysme, donc je ne sais pas comment ils vont faire pour rebondir. Peut-être avec ce qu'ils sous-entendent avec le numéro 1 des super-héros qui apparaît de temps en temps. Mais voilà. Après, c'est toujours délicieux et le dessin. Murata, c'est un bon. Ah, c'est un bon Murata. Ensuite, Goblin Slayer, A Day in a Life. Donc, c'est un petit spin-off qui sera en 2 volumes. Donc, pareil, nouveauté du mois. On va être honnête, hein, ça n'amène pas grand-chose. D'ailleurs, même le dessin n'est pas au niveau du dessin de Goblin Slayer. Sans être mauvais non plus. Mais voilà. Et donc, si vous posez la question, c'est des petites histoires parallèles, donc avec les aventuriers qui ont cassé leur groupe habituel pour faire des petits groupes chacun de leur côté. Donc ici, par exemple, l'histoire principale de ce volume-là, c'est les 4 filles qui se sont associées pour faire un groupe et qui vont défendre une forteresse. Alors, c'est sympathique, si vous êtes un gros fan de Goblin Slayer, pourquoi pas, mais c'est complètement dispensable. Un autre spin-off qui est pas mauvais, celui-là, moi j'aime encore bien. Moi, quand je me réincarne en slime, Trinité. Donc c'est le seul spin-off qui fonctionne encore de moi quand je me réincarne en slime. Donc ici c'est officiel, donc ça reprend l'histoire principale du manga. Donc là, le Clayman s'est fait poutrer la tronche, donc les clans deviennent alliés. Et histoire de relancer un peu la soupe, les 3 héroïnes vont faire une petite tournée d'inspection à travers le royaume de Limul. C'est sympa et mignon, ça passe bien. Alors, le tome 7 de Sakamoto Days, à dire, de Ansel Sakamichi. L'arc de l'entraînement touche à sa fin. Donc au prochain tome, on aura le dénouement final de ce tome-là. Alors évidemment, j'en parle parce que moi j'ai vu l'animé, en tout cas à l'époque. Donc manga sur le vélo, qui est franchement très chouette. J'aime beaucoup ça. Alors, comme d'habitude, on ne sait pas jusqu'où Kurokawa va aller, hein, nous proposant une édition un peu cheapo, sans jaquette. Pour un manga qui a dépassé les 90 tomes au Japon, on est sûr d'avoir la première saison, donc les 27 premiers tomes. J'aimerais bien avoir des chiffres, en fait, j'aimerais bien qu'on me dise quoi, parce que moi, j'adorerais avoir la suite. Et bah là, le rythme de sortie, on a un tome sur tous les 2 mois. C'est franchement acceptable, moi j'aime bien. Hop là. On va passer chez Kiyun, le tome 23 de Valkyrie Apocalypse. Donc toujours le combat Susanoo
contre Shoji Okita du Shinsengumi. Je pensais que le combat se terminerait dans ce volume-ci, mais il n'en est rien. Voilà, on est toujours... Donc, sur le combat sera par contre au prochain tome. Là, si le combat n'est pas fini, je comprends plus. Donc, excellent manga de baston. Si vous aimez bien la baston, un peu même à la what the fuck, Baki, Kengan, c'est vraiment très cool. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir fait ça, s'affronter les dieux les plus célèbres et les champions de l'humanité. Les combats sont longs pour vraiment pouvoir en profiter, avec des petits spin-offs aussi. Le dessin, je le trouve de très bon niveau. Moi, j'aime beaucoup le dessin qu'on nous propose ici. Maintenant, on a, en termes de combat, dépassé la moitié de l'histoire, mais je pense qu'on ira chercher les 40 tomes sans trop de soucis. Sauf retournement de situation. Mais bon, puisqu'il y a 13 combats, je vois quand même bien le manga arriver à 6-6, et puis le petit plot twist. Hop là, le tome 10 de Akane Banashi, donc shonen sur le Rakugo. J'aime toujours autant. Moi, c'est tout ce que j'aime dans un shonen. Je vais même aller plus loin. C'est un manga de sport, puisqu'on a tous les codes de genre de trucs. Puisque dans un sens, là, on est sur de l'art oratoire. Je veux dire, c'est pas plus étrange que de jouer au Go non plus, hein. Avec tous les codes d'affrontement, essayer d'être le meilleur, de surpasser, d'améliorer ses techniques et tout ça. C'est très chouette et très amusant à lire. Et en plus, on découvre vraiment la culture japonaise. Maintenant, oui, il y en a qui boudent parce que c'est pas quelque chose qui nous parle à nous. Il y aura un animé, je pense que l'animé va lui faire beaucoup de bien, parce que, comme la musique, c'est difficile de se rendre compte de la performance de quelqu'un à travers l'écriture, puisqu'on est encore une fois sur un art oratoire. Donc je pense que l'animé lui fera beaucoup de bien. Hop là, donc petite nouveauté, encore une fois, Phantom Buster. En gros, vous prenez Ghostbuster et vous mettez ça en manga. C'est du shonen typique, basé sur la chasse aux fantômes, avec un club scolaire, de l'amitié. Ici, le côté intéressant qui a été amené, c'est qu'on a donc une association de 4 personnages qui vont créer le club donc des Phantom Busters, mais qui sont complètement complémentaires. Alors pour l'instant, celui-ci, c'est à peu près l'intello qui croyait pas aux fantômes à l'origine, mais outre le fait qu'il soit intelligent, lui n'amène rien physiquement au groupe, alors que donc celui-ci voit les fantômes, celui-ci parle aux fantômes, et celui-ci les exorcise en les bouffant. D'où le symbole sur la langue. Oui, c'est sympathique. Maintenant, ça révolutionne pas le genre non plus. Alors, si vous cherchez un petit shonen sympa, que vous aimez bien l'idée chasse aux fantômes, pourquoi ne pas y aller? Ça se laisse lire. Sachant que, si vous avez suivi un petit peu, Kiun a fait des cartes à collectionner, donc qui sortent tous les 2 mois pour remplir un petit album avec leur série phare. Si vous voulez compléter l'album à 100%, il y a une carte inédite exclusive dans ce volume-là, et il y en aura une dans les 4 volumes qui sortiront cette année. Ce qui est aussi encourageant, ça veut dire que là, on va avoir quand même 4 volumes en un an, donc un rythme de sortie, ma foi, fort correct. On enchaîne sur le tome 26 de Jujutsu Kaisen, manga qui arrive au bout, et je suis très content qu'il arrive au bout, parce que plus je lis, moins je comprends ce qui se passe. Alors, j'ai peut-être loupé quelque chose, j'ai peut-être lu trop tard, j'étais peut-être fatigué, ce que vous voulez, je suis peut-être juste trop con, pourquoi pas. Mais à la fin, on comprend quelque chose, puis flashback, et puis, c'est l'inverse qui se passe. Ok, d'accord. Donc je comprends plus ce que je lis en fait, mais pourquoi pas. Ouais, non, je reste convaincu, le dernier arc, je sais pas trop ça, quoi. Ça m'embête un peu plus. Chacun ses goûts. Encore une nouveauté, le tome 1 de Hubble Blade, saison 2. Donc, complètement, si vous n'avez pas lu Hubble Blade, ne lisez pas ça, ça ne sert à
à rien. Si vous n'avez pas lu Hubble Blade, c'est un tort. Dans les mangas de Dark Fantasy, ça vaut pas un Berserk. Ça vaut pas un Claymore non plus, si je devais faire un classement. Mais il est vraiment très bien. Histoire de vengeance, tout ça, c'est plutôt cool. Dessin fort sympathique. La série est terminée depuis pas mal de temps. C'est une des grosses séries qui a lancé Kiyun, si je peux faire ce genre de parallèle. Mais c'est vraiment chouette. Et alors, celle-là, vous vous demandez, mais qu'amène la saison 2 ? Bah, c'est strictement la suite de la saison 1. On aurait pu s'attendre à avoir une histoire, vu la distance entre la saison 1 et la saison 2, je m'étais dit peut-être 10 ans plus tard, peut-être avec les descendants et tout ça, sauf lui, vu que lui a bouffé un elfe, donc il est devenu potentiellement immortel. Donc à voir, mais non, c'est vraiment, voilà, à la fin de la saison 1, on a sauvé l'Empire, tralala youpi, on est content, et on redémarre directement, comme si on s'était jamais arrêté, avec la saison 2. Donc plutôt cool, il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre un petit peu avec, ah oui, lui c'est ça, là c'est lui, parce que ça fait longtemps que j'ai lu évidemment les Hubble Blade, mais c'est très cool, et si vous aviez bien aimé la série 1, ben, foncez sur la série 2 sans hésitation. On va enchaîner avec Sanda, le tome 2. Alors, par l'autrice évidemment de Beastars. Moi, le reproche est toujours un peu le même, c'est le dessin que je trouve particulier. C'est pas, mais je m'y fais. J'avoue que j'arrive à m'y faire. Par contre, si je trouve que le dessin n'est pas le point fort de la série, je dois dire que le côté l'univers, l'intrigue, l'humour, les choses qui sont marchées, marchent super bien. C'est sûrement un des mangas de toute la pile que je viens de vous présenter là, c'est sûrement un des mangas qui m'a fait le plus rire ce mois-ci. Donc vraiment très chouette comme histoire. Donc avec un univers dystopique où Noël a disparu, où les enfants sont rois. D'ailleurs, cette fille-là lâche quand même tranquillement qu'elle est contente que le monde soit devenu comme ça, parce que même si son hobby c'est de fabriquer des bombes, personne lui dit rien parce que c'est une enfant. C'est vraiment très chouette. L'univers est toujours un peu nébuleux, amène des choses. J'aime aussi beaucoup le personnage, je sais pas si j'arrive à le trouver ici, on le voit là, du directeur de l'école. Il est complètement barré, très chouette, bien écrit. Je me pose juste la question de comment elle va faire tenir son récit sur 17 volumes. Mais très chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé Sanda. Preuve que Paru Itagaki a vraiment un bon niveau. Ensuite, le tome 15 de Bride Stories. Donc, les pérégrinations du personnage principal, en tout cas du personnage Fil Rouge, sont terminées, vu qu'il rentre chez lui. Donc en Angleterre, pour se marier avec la femme qu'il a ramenée. Mais alors bien sûr, on voit aussi quelques petits passages avec des personnages qu'il a croisés, et ça sent la fin du récit, puisque les personnages qu'il a croisés rentrent aussi chez eux et terminent de faire leur vie. Quant à lui, il est en fait retour au pays et il va se marier. Donc, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de volume après celui-là. Maintenant, c'est toujours très chouette. Il y a ce côté historique que j'aime beaucoup. Et puis, j'insiste là-dessus, mais le dessin est juste sublime. Un des plus beaux dessins qu'on a en termes de manga. Et encore, là, c'est l'édition de pauvre, parce que c'est celle que j'avais achetée à la base. Mais si vous êtes vraiment un fan, vous avez l'édition Latitude en grand format qui est superbe. Honnêtement, c'est vraiment par manque de place et parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à revendre ceux-là pour prendre les autres. Mais si vous n'avez jamais commencé Bright Stories, moi je ne peux que vous conseiller de commencer par la Latitude. Certes, c'est plus cher, mais vous en avez pour votre argent. Et on va terminer avec Meian, parce que ce qui est drôle, c'est que je vois le timer et je sais que cette vidéo sera encore aussi longue que d'habitude. Mais au moins, j'ai peut-être plus pu parler des mangas plus en détail, plus vous montrer les choses. Et beaucoup de nouveautés, donc ça mérite quand même d'être mis en avant, les nouveautés. Donc, le tome 4 de Reincarnated into a Game as the Hero's Friends.
Voilà. Et en plus, pour être bien sûr, Running the Kingdom Behind the Scene. Et ton titre trop long. C'est un isekai qui a le mérite d'être original et intelligent. Déjà parce que le dessin, ça fait moins shonen, moins gamin. Donc j'aime plutôt pas mal. Et on est sur un truc plutôt axé le stratégie militaire et politique. Donc fort sympathique comme petit isekai. Ensuite, nous avons toujours dans la catégorie isekai, bah oui, après Delcourt Tonkam, mais Yann c'est comme les boss, les tomes 5 et 6 de The New Gate. Donc, ce personnage, qui est un peu la Sword Art Online, a tué le boss du jeu où ils étaient coincés. Tout le monde a pu se déconnecter, sauf lui qui se réveille, toujours dans l'univers de son jeu, mais 500 ans dans le futur. Et donc, le tome 5, c'est la rencontre avec un de ses anciens PNJ, un homme bête, qui aurait dû être claqué depuis longtemps, mais qui est resté en vie parce qu'il attendait le retour de son maître, c'est joli. Et puis le tome 6, donc la rencontre avec la princesse du royaume, où là, il doit continuer à faire croire que c'est toujours un humain juste un peu plus fort que la moyenne, histoire de ne pas révéler que c'est un joueur avec des compétences complètement cheatées. Bon, c'est sympathique aussi. Ouais, on va garder ça pour la fin. Toujours catégorie Isekai, les tomes 15 et 16 de Loner Live, in Another World. Donc pareil, petit isekai, sympathique. Bon, on casse pas trois pattes à un canard non plus. Ça y est, on a sauvé le roi et le royaume, tralala youpi. Sauf que, pendant ce temps-là, le méchant pays voisin veut venir péter la gueule au village des héros. Donc le héros va faire en sorte que, non, ça se passe pas vraiment comme ça devrait se passer. Bon, pareil, c'est pas dingue non plus, hein, ça fait partie de ces mangas qui sont faits pour se reposer le cerveau. D'ailleurs, dans celui-là, je trouve qu'il y a quand même plein de paradoxes entre le héros qui va faire ami-ami avec les soldats du camp adverse. Ah, on est des potes, tout ça, on les voit, puis qui les massacre sans aucune pitié. C'est quand même débile au possible. Et on va terminer avec la dernière nouveauté de chez Meian. Donc les tomes 1 et 2 de Tempuru. Par le dessinateur uniquement, de Grand Blue. Alors, quoi dire sur ce manga? Déjà, j'ai adoré la proposition. J'aime beaucoup, en fait, le dessin de l'auteur. Et on est sur quelque chose de plus soft que Grand Blue. Grand Blue, on aime ou soit on aime, soit on déteste. Il faut rentrer dans ce type d'humour-là, que j'aime comparer à l'humour anglais, par exemple, que ce soit Benil ou les Monty Python. C'est en général quelque chose de clivant. Soit on est dedans, on adore ça, soit ça marche pas et ça marche pas. Contrairement à Grand Blue, qui pourrait attirer le chaland par son côté, c'est un manga de plongée, alors que pas du tout. Celui-là est beaucoup plus soft. Alors évidemment, c'est bourré de ecchi et de fanservice. Encore une fois, moi j'aime bien, je suis client. Mais ça va pas aussi loin. Hein, on n'est pas sur de la beuverie, des mecs qui se font défoncer la gueule, des tentatives, des trucs comme ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus soft. Donc si vous aimez bien les comédies romantiques / harem, il y a beaucoup de chances que ça vous plaise. Avec, pareil, toujours un humour que j'ai adoré, qui marche très bien sur moi. Alors, oui, évidemment, si je ne vous en parle pas. Donc, il y a toujours aussi un côté serious business et réaliste, qui n'est pas non plus pour me déplaire. Donc, le héros principal vient d'une famille de dragueurs invétérés. D'ailleurs, son père l'a joyeusement abandonné pour aller draguer les femmes. Et à tel point que c'est une légende urbaine. Je veux dire, tout le monde connaît sa famille dans le monde. Et lui, pendant des années, a résisté à ses pulsions. Il s'était promis à une vie d'études et de chasteté. Jusqu'au jour où il va, par hasard, dans la rue, tomber sur cette fille-ci
et avoir un coup de foudre. À partir de là, ses appétits vont se réveiller et il va abandonner à la fois ses études et tout ça pour se concentrer sur les soirées étudiantes et tout ça. Mais désireux de rester comme sur le droit chemin, prendre une décision radicale de s'adonner à la chasteté et de devenir moine. Son tonton va l'aider en lui trouvant un monastère, mais pas de chance, le monastère où il va s'engager est en fait une nonnerie, donc normalement réservée aux femmes, et il y a donc au final 6 filles qui habitent là-bas, et donc ça va être dur pour lui de résister à ses bas instincts. Évidemment, il est toujours sur un humour décalé, ça passe toujours très très bien. Si vous avez aimé Grand Blue, vous adorerez Tenpuru. Si vous n'avez pas aimé Grand Blue, il y a moyen que Tenpuru vous plaise. Si, encore une fois, vous aimez bien le côté comédie romantique et chill. Voilà. Bon, on va quand même s'arrêter là. Encore une fois, beaucoup trop long, comme à mon habitude. Tant pis. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, le plus important, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des nouveautés justement que vous avez découvert? S'il y a des séries dont j'ai parlé qui vous ont aussi beaucoup plu, n'hésitez pas à le mentionner. Des questions pareilles, n'hésitez pas. C'est open bar, faites-vous plaisir. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!